Un geste logistique, apparemment banal, vient de déplacer un équilibre sécuritaire fragile au Burkina Faso. En quelques heures seulement, une décision concrète a modifié la capacité d'intervention quotidienne de forces confrontées à une pression diffuse mais constante. Pourquoi ce choix précis, assumé publiquement par Ibrahim Traoré? Change-t-il la lecture habituelle de la sécurité, du pouvoir exécutif et des attentes placées dans l'État par la population? Parce qu'au-delà des images officielles et des cérémonies, une mécanique silencieuse s'est enclenchée, avec des conséquences immédiates, mesurables et difficiles à inverser sur le terrain national et régional dès aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture qui va au-delà de l'annonce, au-delà de la communication officielle et au-delà des réactions instinctives souvent répétées sans recul. Vous allez comprendre ce que cette décision révèle sur la manière dont le pouvoir s'exerce concrètement, comment la sécurité est pensée dans l'urgence, et pourquoi ce type d'action pèse plus lourd que des discours entiers. Ce contenu n'est pas conçu pour être consommé distraitement. Si vous vous arrêtez ici, vous risquez de réduire cet événement à une simple dotation matérielle ou à un geste symbolique de plus dans un contexte déjà saturé d'images politiques. Vous passeriez alors à côté de ce qui se joue réellement en arrière-plan, un déplacement des priorités, une redéfinition implicite des responsabilités, et un signal adressé à la fois aux forces internes et aux acteurs extérieurs, dans un environnement où l'insécurité fragilise la confiance publique. Chaque décision opérationnelle devient un marqueur de crédibilité ou d'échec. Ne pas suivre cette analyse jusqu'au bout, c'est accepter de rester prisonnier d'une lecture superficielle. Là où une compréhension plus fine permet d'anticiper les effets réels sur la stabilité, la gouvernance et la perception du pouvoir. Ce qui apparaît d'abord comme une mesure de soutien aux forces de l'ordre cache une réalité plus structurante. Derrière l'annonce, on observe un déplacement mesurable des capacités opérationnelles, avec un effet immédiat sur le terrain et sur la chaîne de décision sécuritaire. Un chiffre suffit à fixer l'ordre de grandeur: 2500 motos distribuées en une seule séquence, à l'échelle d'un pays où la mobilité conditionne la rapidité d'intervention. Ce volume modifie mécaniquement la couverture territoriale et les délais de réponse. Le point de départ est simple. Le Burkina Faso fait face à une pression sécuritaire diffuse, marquée par des incidents ponctuels, des zones difficiles d'accès et une forte attente de protection de la part des populations. Dans ce contexte, la police constitue souvent le premier maillon visible de l'État. Lorsque ce maillon manque de moyens, la promesse de sécurité reste théorique. Même si les intentions politiques sont affirmées, c'est précisément cette faille opérationnelle qui a longtemps nourri le décalage entre discours public et réalité quotidienne. La situation devient plus grave lorsque ce décalage s'installe dans la durée. Les retards d'intervention, la fatigue des effectifs et la baisse du moral créent un cercle où l'insécurité alimente la défiance. Et la défiance fragilise l'autorité. Ce mécanisme est connu, documenté et rarement corrigé à temps. Dans ce cadre, chaque décision matérielle prend une valeur stratégique bien supérieure à son apparence logistique. C'est ici que l'intervention d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un point de rupture, en ciblant directement la mobilité policière. Il ne répond pas à une abstraction politique, mais à une contrainte physique du terrain. Les premières conséquences touchent les zones périphériques, là où l'accès rapide conditionne la prévention plus que la répression. Les agents concernés, confrontés jusque-là à des limites concrètes, deviennent les premiers bénéficiaires visibles de ce changement. Ce basculement n'explique pas tout, mais il est clair pourquoi cette décision dépasse le cadre d'un simple don. Elle introduit une nouvelle logique, agir sur le facteur qui, jusque-là, ralentissait tout le reste. À ce stade, la compréhension du processus passe par un regard plus incarné, capable de lire les effets avant qu'ils ne deviennent statistiques. Ce rôle est tenu par les observateurs sécuritaires locaux et par les responsables opérationnels qui suivent l'évolution du terrain au quotidien. Leur point commun n'est pas l'idéologie, mais la confrontation directe aux contraintes réelles, loin des annonces et des tribunes. Les premiers retours convergent sur un point précis. Dans les jours qui suivent la mise en circulation des motos, les patrouilles gagnent en régularité et en portée. Des zones auparavant couvertes de manière intermittente deviennent accessibles sans délai excessif. Un responsable évoque une baisse perceptible du temps d'arrivée lors d'interventions simples, là où quelques minutes faisaient souvent la différence entre dissuasion et incident avéré. Ce changement, discret mais constant, agit comme un révélateur de ce qui manquait jusque-là. Un second témoignage confirme que l'effet n'est pas isolé.
Dans d'autres régions, la présence policière devient plus visible, non pas par une démonstration de force, mais par une continuité d'action. Cette visibilité modifie le comportement des habitants, qui recommencent à signaler plus tôt des situations à risque. Ce glissement est crucial, car il réactive un lien souvent fragilisé entre population et institutions, lien sans lequel toute politique sécuritaire reste incomplète. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il ne se limite plus à l'image d'un décideur central, mais s'inscrit dans une chaîne d'effets observables, depuis la décision jusqu'au trottoir, depuis l'ordre signé jusqu'au geste quotidien des agents. Ce type d'alignement, rare dans des contextes de crise prolongée, explique pourquoi l'impact est ressenti si rapidement. À partir de là, la question cesse d'être symbolique, elle devient structurelle. Tout commence par un point précis, identifiable, presque discret. Une décision est actée, un calendrier est fixé, la logistique se met en mouvement. Au départ, rien ne laisse présager une rupture visible. Les motos arrivent par lot, sans annonce spectaculaire supplémentaire. Les premiers déploiements concernent des unités déjà sous tension, habituées à travailler avec des marges très réduites. À ce stade, il ne s'agit pas encore d'un changement d'équilibre, mais d'un test silencieux. Les agents prennent la mesure de l'outil, les itinéraires sont ajustés, les patrouilles sont redessinées. Puis la dynamique s'accélère. Les délais d'intervention se contractent. Les zones périphériques cessent d'être secondaires. Les rotations gagnent en fluidité. Ce qui, auparavant, nécessitait une anticipation lourde devient une action presque immédiate. Les appels ne s'accumulent plus de la même manière. Les équipes peuvent couvrir des distances qui, quelques semaines plus tôt, imposaient des arbitrages pénalisants. Cette phase marque le véritable déclencheur. Le système commence à répondre différemment à la même pression. Très vite, les effets se propagent. Les postes locaux adaptent leur routine. Les patrouilles cessent d'être exceptionnelles. La présence devient régulière, prévisible. Cette continuité change la perception du risque, des deux côtés. Pour les forces de l'ordre, le sentiment d'impuissance recule. Pour les habitants, l'idée que l'intervention est possible et, surtout rapide, commence à s'installer. Ce glissement est progressif, mais il alimente une boucle vertueuse rarement observée dans des contextes comparables. La prévention reprend une place qu'elle avait perdue. C'est à ce moment que la séquence atteint son point de tension maximale. Les attentes augmentent, les comparaisons s'installent, les zones non encore équipées deviennent visibles par contraste. La réussite partielle crée une pression nouvelle sur l'ensemble de l'appareil sécuritaire. Ce qui fonctionnait par défaut devient insuffisant par comparaison. Les responsables locaux réclament des ajustements. Les priorités sont rediscutées. L'action initiale, pensée comme une réponse ciblée, commence à produire des effets systémiques. Dans cette phase, la décision initiale d'Ibrahim Traoré change de statut. Elle n'est plus seulement un acte ponctuel, mais le point d'origine d'une réorganisation implicite. Les choix budgétaires sont relus à l'aune de cette efficacité nouvelle. Les arbitrages politiques deviennent plus contraints, car un précédent tangible existe désormais. Vient alors le temps des répliques. Les discours s'ajustent, les partenaires observent, les critiques se reformulent. Ce qui ne pouvait être contesté sur le terrain devient plus difficile à attaquer dans l'abstrait. Les résultats, même partiels, limitent la portée des procès d'intention. La séquence ne s'achève pas dans un apaisement, mais dans une redéfinition des lignes. Rien ne revient exactement à l'état antérieur. À ce stade, le mouvement est enclenché, et ses effets dépassent déjà l'événement initial. À ce point du raisonnement, le débat ne peut plus rester au niveau des impressions ou des récits isolés. Il faut basculer vers des éléments mesurables, capables de donner du poids à ce qui a été observé sur le terrain. C'est ici que la lecture devient plus exigeante, mais aussi plus décisive, parce qu'elle oblige à regarder la réalité sans filtre narratif. Le premier indicateur concerne l'ampleur du dispositif. 2500 motos injectées en une seule fois dans l'appareil policier national. Ce volume n'est pas marginal. Il correspond à un saut de capacité qui modifie la densité de présence policière dans de nombreuses zones. En particulier, là où un seul véhicule supplémentaire changeait déjà l'équation opérationnelle. Le second indicateur touche à la vitesse. Avant cette dotation, les délais d'intervention dans certaines zones périphériques pouvaient s'étirer au-delà de ce qui permet une action préventive efficace. Après le déploiement, ces délais se contractent nettement, au point de transformer des interventions tardives en réponses quasi immédiates.
Cette accélération n'est pas abstraite, elle conditionne la dissuasion, la sécurisation d'événements ordinaires et la capacité à reprendre l'initiative face à des incidents diffus. Un troisième indicateur, souvent sous-estimé, concerne l'effet humain. L'augmentation du moral des effectifs apparaît comme un facteur clé. Lorsqu'un agent dispose enfin d'un moyen adapté à son environnement, son comportement professionnel change. L'engagement devient plus stable, la fatigue psychologique recule et la relation avec la population s'apaise. Cet effet, difficile à quantifier précisément, se traduit pourtant par une amélioration perceptible de la qualité des patrouilles et du dialogue local. Pris séparément, ces chiffres et tendances pourraient sembler limités. Ensemble, ils dessinent une bascule nette entre une situation de sous-capacité chronique et un début de reprise du contrôle opérationnel. C'est ce passage, plus que le chiffre brut, qui donne tout son poids à la décision. À partir de là, la discussion change de nature. Elle ne porte plus sur l'intention, mais sur l'efficacité. À ce stade, ignorer les arguments opposés affaiblirait l'analyse. Ils existent. Ils sont formulés de manière cohérente et ils méritent d'être exposés dans leur version la plus solide. Reconnaître ces positions n'est pas un signe de faiblesse, mais une condition de crédibilité intellectuelle. Le premier argument avancé est celui de la symbolique excessive. Selon cette lecture, équiper la police en motos serait un geste visible mais superficiel. Incapable de traiter les causes profondes de l'insécurité. Les critiques estiment que sans réforme structurelle, sans renseignement renforcé et sans coordination régionale, ce type d'action resterait un palliatif. Ils soulignent que la mobilité seule ne neutralise ni les réseaux criminels ni les dynamiques de violence à long terme. Cet argument a une part de vérité. La sécurité ne se réduit pas à un équipement. Cependant, il omet un point central, sans capacité d'intervention minimale. Aucune réforme plus ambitieuse ne peut produire d'effets concrets. La mobilité n'est pas présentée ici comme une solution totale, mais comme une condition préalable. En ce sens, l'action ne remplace pas la stratégie, elle la rend applicable. Un second argument insiste sur le risque de politisation. Certains observateurs craignent que ce type de décision serve davantage à renforcer une image de pouvoir qu'à stabiliser durablement la situation. Ils redoutent un usage communicationnel de la sécurité, où chaque action serait interprétée comme une démonstration d'autorité plutôt qu'une réponse technique à un problème réel. Là encore, la prudence est légitime, mais l'analyse des effets observables nuance cette critique lorsque les résultats se traduisent par des délais réduits, une présence accrue et une interaction améliorée avec les citoyens. La frontière entre communication et action devient plus nette. La perception seule ne suffit pas à expliquer des changements opérationnels mesurables. En confrontant ces deux lectures, une conclusion s'impose sans trancher brutalement. Les critiques soulignent des risques réels, mais elles ne suffisent pas à invalider l'impact constaté. Le débat gagne alors en maturité. En quittant l'opposition binaire pour entrer dans une compréhension plus complète du phénomène, tout bascule à ce moment précis. Ce qui change la lecture n'est pas l'équipement lui-même, mais la réaction qu'il provoque au-delà du terrain à mesure que les effets deviennent visibles. L'attention se déplace vers un niveau moins apparent, celui des rapports institutionnels et régionaux. La décision, d'abord perçue comme interne, commence à être interprétée comme un signal politique, presque stratégique. Elle indique que certaines fonctions régaliennes ne sont plus différées ni externalisées, mais assumées sans attendre un consensus plus large. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une portée différente. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer une capacité policière, mais d'affirmer une manière de gouverner face à des attentes contradictoires, là où des acteurs extérieurs privilégient souvent des cadres, des procédures et des conditionnalités. L'action choisit la rapidité et l'efficacité immédiate. Cette divergence crée une tension silencieuse, rarement formulée publiquement, mais bien perçue par ceux qui observent les équilibres régionaux. Les conséquences sont subtiles mais réelles. Certains partenaires deviennent prudents, d'autres plus critiques, non pas à cause de l'acte lui-même, mais parce qu'il réduit leur marge d'influence symbolique. Une politique qui produit des effets visibles sur le terrain complique les discours abstraits et les mises en garde générales. Elle oblige à repositionner le débat. À partir de ce point, l'enjeu cesse d'être uniquement sécuritaire. Il touche à la souveraineté d'action, à la capacité de décider sans délai et à la redéfinition des priorités nationales dans un environnement sous pression. Ce qui avait commencé comme une mesure pratique ouvre désormais un second niveau de lecture,
plus politique, plus sensible et potentiellement plus conflictuel. À partir de ce point de bascule, les conséquences cessent d'être abstraites et s'inscrivent dans des réalités tangibles, visibles pour des acteurs très différents. Ce qui était une décision opérationnelle se traduit désormais par des effets différenciés, parfois contradictoires, selon la position occupée dans le système. Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel. La capacité à montrer des résultats rapides renforce la crédibilité de l'exécutif dans un contexte où la parole publique est souvent mise à l'épreuve. Les administrations concernées sont contraintes d'ajuster leurs priorités, car un précédent d'efficacité existe désormais. La pression ne vient plus seulement de la rue ou de la menace sécuritaire, mais de la comparaison interne entre ce qui fonctionne et ce qui tarde. Dans cette configuration, la décision portée par Ibrahim Traoré devient un point de référence pour d'autres secteurs de l'action publique. Qu'ils soient prêts ou non à assumer une telle exigence de résultat, du côté des entreprises, l'effet est plus indirect, mais tout aussi réel. Une amélioration, même partielle, de la sécurité modifie les comportements économiques. Les commerçants constatent une baisse des interruptions imprévues. Les transporteurs ajustent leurs itinéraires avec moins d'appréhension. Les investisseurs locaux, souvent les premiers à réagir, intègrent ces signaux dans leurs calculs de risque. Rien ne bascule du jour au lendemain, mais une dynamique se met en place. La sécurité cesse d'être un facteur exclusivement dissuasif et redevient une variable d'ajustement, ce qui change profondément la perception du climat économique. Pour les citoyens, l'effet est le plus sensible. Il ne se mesure pas seulement en statistiques, mais en routine quotidienne. La visibilité accrue des patrouilles modifie le sentiment d'exposition, notamment dans les zones longtemps perçues comme périphériques ou oubliées. Les appels sont passés plus tôt. Les déplacements se font avec moins de prudence excessive. Cette évolution n'efface pas les peurs, mais elle réintroduit une forme de prévisibilité, élément central de la confiance sociale. Lorsque l'État apparaît capable d'intervenir rapidement, même de manière imparfaite, la relation entre population et institutions se reconfigure. À l'échelle régionale, enfin, l'effet dépasse largement le cadre national. Les pays voisins observent attentivement les résultats, car ils font face à des contraintes similaires. Une action qui semble fonctionner localement interroge les approches plus lentes ou plus conditionnelles ailleurs, les partenaires internationaux. Eux se retrouvent face à une réalité difficile à ignorer. Une politique sécuritaire assumée, produisant des effets visibles, réduit l'espace des injonctions générales et des lectures simplificatrices. La conséquence la plus marquante n'est donc pas unique. Elle réside dans cette simultanéité d'effets, du centre vers la périphérie, du politique vers le quotidien, du national vers le régional. À ce stade, personne n'est totalement extérieur à la dynamique enclenchée. À ce stade, plusieurs trajectoires plausibles se dessinent, sans certitude absolue, mais avec des logiques internes cohérentes. Dans le scénario le plus probable, la dynamique actuelle se stabilise progressivement. Les gains opérationnels restent réels mais partiels, obligeant l'appareil sécuritaire à consolider plutôt qu'à étendre rapidement. Les attentes publiques se normalisent. L'exécutif ajuste ses priorités et la situation demeure sous contrôle sans transformation spectaculaire. La sécurité progresse par paliers, sans rupture, au prix d'une vigilance constante. Dans le scénario optimiste, l'effet d'entraînement joue pleinement. Les résultats initiaux déclenchent des ajustements complémentaires, une meilleure coordination et une allocation plus fine des ressources. La confiance relative retrouvée facilite l'adhésion des acteurs économiques et sociaux. Renforçant la stabilité, à moyen terme, cette trajectoire ouvre un espace pour des réformes plus profondes, rendues possibles par un environnement moins tendu. Le scénario le plus dégradé repose sur un enchaînement inverse. Si les attentes dépassent les capacités réelles ou si les extensions tardent, la comparaison devient défavorable. Les zones non couvertes cristallisent les frustrations. La pression politique augmente et les gains initiaux s'érodent. Dans ce cas, l'action initiale, mal relayée, perd sa force et expose le système à de nouvelles tensions. La clé n'est donc pas de prédire laquelle de ces trajectoires s'imposera, mais de comprendre que chacune dépend de décisions prises dans un horizon très court. L'avenir se joue moins dans l'annonce que dans la continuité, la cohérence et l'ajustement lucide aux limites réelles du terrain. Après avoir parcouru les faits, les chiffres et les trajectoires possibles, une question s'impose naturellement, plus proche, plus personnelle. Que signifie réellement cette séquence pour la personne qui écoute?
ici et maintenant, sans être aux commandes ni au cœur des décisions? La réponse dépend largement de la position occupée face à ces transformations rapides. Pour celles et ceux qui suivent de près les enjeux politiques et sécuritaires, cette évolution offre un avantage clair. Comprendre les mécanismes à l'œuvre permet d'anticiper, de relativiser les annonces et de distinguer les signaux durables des effets de communication. Mais cette lucidité impose aussi une exigence: rester attentif aux écarts entre promesses, capacité réelle et continuité de l'action, car le rythme peut s'inverser aussi vite qu'il s'est accéléré. Pour un second groupe, touché de manière indirecte, l'impact est plus diffus mais réel. Il se manifeste à travers le travail, les déplacements, le climat économique ou simplement le sentiment général de stabilité. Même sans implication directe, ces personnes subissent les effets des décisions sécuritaires par ricochet. Dans ce cas, l'enjeu n'est pas de maîtriser tous les détails, mais de reconnaître que ces choix influencent l'environnement quotidien et méritent une attention minimale, ne serait-ce que pour ajuster ses attentes. Enfin, il existe ceux qui considèrent encore que ces questions ne les concernent pas. Cette distance est compréhensible, mais elle comporte un risque. Lorsque les changements deviennent visibles, ils sont souvent déjà bien engagés. Ne pas chercher à comprendre, même brièvement, revient à subir les évolutions plutôt qu'à les intégrer. Quelle que soit la catégorie, une constante demeure. Mieux comprendre cette dynamique, c'est réduire la part d'incertitude et regagner une forme de contrôle intellectuel sur un contexte mouvant. Et dans des périodes de transition, cette clarté vaut déjà beaucoup. Les réponses possibles ne peuvent pas se limiter à des slogans ou à des intentions générales. À ce stade, ce qui compte, c'est la capacité à transformer une dynamique initiale en trajectoire durable, avec des responsabilités clairement identifiées et des critères lisibles. Le premier niveau concerne le centre décisionnel. L'exécutif doit consolider ce qui fonctionne déjà, sans diluer l'effort. Cela implique de prioriser l'entretien, la formation et la coordination des unités nouvellement équipées. Dans un calendrier court et réaliste, le succès se mesure ici par des indicateurs simples: régularité des patrouilles, délai moyen d'intervention et stabilité des zones couvertes, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Cette étape engage directement la crédibilité de l'État, car elle transforme une décision ponctuelle en capacité récurrente. Le second niveau implique les structures intermédiaires, notamment les administrations et les organisations concernées par la sécurité au sens large. Leur rôle est d'adapter les procédures, d'améliorer la circulation de l'information et d'éviter que l'initiative ne reste pas isolée. La mesure de réussite passe par la réduction des frictions internes, la clarté des chaînes de commandement et la capacité à absorber une montée en charge progressive sans rupture. Le troisième niveau touche les citoyens et les communautés locales. Ici, l'action est plus discrète mais décisive. Il s'agit de réactiver la coopération de base, le signalement précoce et la confiance minimale dans l'intervention publique. Les résultats ne se lisent pas seulement en chiffres, mais dans la continuité des interactions et la baisse des situations évitables. Enfin, un quatrième axe peut renforcer l'ensemble, la coopération régionale ciblée, non pas comme condition préalable, mais comme appui complémentaire lorsque les bases internes sont stabilisées. Cette articulation doit rester pragmatique et mesurable. La logique est simple. Une décision devient une politique lorsqu'elle est suivie, évaluée et ajustée. Sans cette discipline, même l'action la plus efficace s'épuise rapidement. Revenir au point de départ permet de mesurer le chemin parcouru. Au début, il y avait une décision concrète, presque technique, observée avec prudence et parfois scepticisme. Elle s'inscrivait dans un paysage saturé d'annonces et de promesses où la confiance avait été largement entamée. Peu à peu, cette décision a quitté le registre du symbole pour entrer dans celui de l'expérience vécue. Perceptible, commentée et comparée. Le fil conducteur reste celui de la cohérence entre l'intention et les faits. Ce qui donne du poids à cette séquence n'est pas l'ampleur du discours, mais l'alignement entre ce qui est décidé, ce qui est déployé et ce qui est observé sur le terrain. En ce sens, la figure d'Ibrahim Traoré ne fonctionne pas seulement comme un repère politique, mais comme un point de convergence entre l'autorité formelle et la matérialité de l'action. Au fil des étapes, la lecture s'est déplacée. D'une mesure de soutien aux forces de l'ordre, on est passé à une interrogation plus large sur la manière dont un État reprend prise sur ses fonctions essentielles. Cette évolution a touché les institutions, l'économie locale, les comportements sociaux et les équilibres régionaux, sans jamais se réduire à un seul niveau d'analyse. Ce qui demeure, au terme de ce parcours,
n'est ni un triomphe ni une condamnation, c'est une exigence, lorsque l'action produit des effets. Elle appelle une responsabilité accrue. Et à ce moment précis, la question n'est plus de savoir si le choix était visible, mais s'il sera tenu dans la durée, car c'est là que se joue l'essentiel. Après ce parcours, il est normal que chacun ressente les choses différemment. Certains y verront un signal encourageant. D'autres resteront prudents et d'autres encore hésiteront sur la portée réelle de ce qui a été engagé. Ces écarts de perception ne sont pas un problème en soi. Ils reflètent simplement la complexité du moment et la diversité des attentes face à des décisions qui touchent à la sécurité, à la gouvernance et au quotidien. Si cette analyse vous a semblé utile, ce n'est pas parce qu'elle donne une réponse définitive, mais parce qu'elle ouvre un espace de réflexion plus posé. Comprendre les mécanismes, même partiellement, permet de sortir des réactions immédiates et de replacer les événements dans une perspective plus large. C'est souvent dans cet intervalle entre l'émotion et le jugement que se construit une compréhension plus solide. Si vous pensez que ce type de lecture mérite d'être partagé, non pour convaincre, mais pour aider d'autres à réfléchir avec plus de recul. La discussion peut naturellement se prolonger. Les échanges, lorsqu'ils restent ouverts et argumentés, participent d'eux aussi à la clarté collective. Selon vous, quel est l'enjeu le plus décisif à surveiller dans la suite de cette séquence?